Bonjour tout le monde. C'est Chantal. C'est toi qui es le premier. La première diapo. Oui, c'est toi la première et après c'est toi. En fait, je passe tout de suite la parole à Chantal Barche, qui a fait un gros travail de synthèse, comme vous le savez sûrement, synthèse des questionnaires que vous lui avez envoyés. Oui, en fait, ça recoupe également les travaux qui ont été faits hier. Donc, je reprends un petit peu. Les publics, leur évolution, rajeunissement des bénévoles. Les bénévoles en activité professionnelle, donc ça implique des contraintes d'emploi du temps pour concilier le bénévolat et la vie familiale, la vie personnelle et la vie professionnelle. Plus de candidats issus du monde hospitalier et médico-social, et puis donc un turnover plus important des bénévoles, et donc le constat d'une volatilité relative. Approuvé, c'est une appréciation, voilà. Ensuite, les motivations, s'impliquer de façon plus directe dans la société, donner du sens à sa vie. C'est tout. Voilà, après les ateliers. Et donc maintenant, la synthèse des ateliers d'hier, aussi bien ceux du matin, mais surtout ceux de l'après-midi, qui reprenaient un peu ceux du matin. Donc, ce que nous avons retenu, nous étions 5 avec Olivier et plusieurs de Jalmal-Vlément-Mont-Blanc à dépouiller vos réponses. Donc, en premier lieu, accueillir largement, c'est vraiment la synthèse déjà d'un certain nombre de réponses. Donc, attirer sans avoir vendu la lune et décevoir, donc à la fois être pragmatique, être informer largement et tôt sur toute l'association. Alors, il y a eu différentes propositions, des cafés d'accueil, il y a eu des groupes de parole pour les nouveaux, il y a eu donc pour informer largement, parce que en tout cas, à Jalmal-Vlément-Mont-Blanc, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parfois au premier week-end et puis après qui disparaissent dans la nature, on n'a plus de nouvelles. Donc peut-être qu'ils ne sont pas assez informés et qu'on n'a pas pu répondre à leurs questions. Donc on s'est dit qu'en amont, et c'est ce que font certaines associations, en amont, on peut déjà leur répondre à pas mal de questions pour ne pas les décevoir ou voilà. Vérifier tôt des orientations possibles, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire bon ben un tel, ça y est, il est formé, il a son tampon pour aller accompagner. Bon ben là, il y a, comme on l'a déjà dit, il n'y a personne en EHPAD, donc on va l'envoyer là-bas, mais je pense qu'on y revient peut-être après. Donc vérifier les orientations possibles. Quelqu'un qui ne veut pas aller en EHPAD, on discute et voilà, on essaye d'arranger au mieux pour garder ce bénévole ou cette bénévole et puis le fidéliser. Donc, créer du lien avec du sens. Donc, ça, c'est très important aussi, vous vous doutez. Créer du lien, et vous l'avez dit, ne pas laisser seul, donc travailler dans la mesure du possible en binôme. Donc, le café d'accueil, comme je disais tout à l'heure, qui nous semble important. En tout cas, on ne l'a pas encore fait à cause du Covid à Léman-Mont-Blanc, mais on va le faire. Les témoignages d'anciens. Nous, ce qu'on appelle les repas canadiens, c'est donc lors d'une journée de travail, ben, chacun apporte sa spécialité ou ce qu'il... voilà, et puis on met tout en commun. Voilà, ça permet d'échanger. Le chat, des groupes d'échange ou des groupes de parole, tout ça pour, encore une fois, créer du lien. Intégrer les nouveaux en les protégeant, en leur faisant une place, bien sûr, ça a été dit très souvent aussi. Ensuite, on a intitulé ce chapitre « Protéger ». Donc, ce qu'on a écrit « Gaffe aux situations pourries », c'est-à-dire qu'effectivement, ne pas dire ben, « puisque maintenant tu es apte à accompagner, tu vas donc aller dans cette EHPAD », mais on sait pertinemment qu'il y a déjà des bénévoles qui sont passés et qui n'ont absolument pas voulu y rester, alors soit parce que l'équipe, enfin bref, c'est vous qui l'avez dit, donc vous comprenez sûrement ce que je veux dire, ou ce sera l'occasion de questions. Privilégier donc les souhaits du nouveau, lieu, proximité, horaire. Et c'est vrai que les horaires, on a tendance à dire ben, à tel endroit, c'est de 3 à 5 les visites, mais si on veut et comme on souhaite intégrer des jeunes, qu'effectivement, comme disait Tanguy Châtel, lui, il accompagnait de 5h à partir de 17h ou de 18h, ou
les personnes sont souvent seules, et puis et voilà, et c'est là qu'elles peuvent avoir beaucoup besoin d'accompagnement à ces heures-là, et des horaires flexibles, et soutenir au début des accompagnements, donc avec un tuteur, ce qu'on appelle aussi parrainé. C'est vrai que c'est bien d'être parrainé lors de son premier accompagnement, de se tenir en retrait pour l'ancien, et puis de laisser faire le nouveau, et puis débriefer après sur ce qui a été ou sur les difficultés qu'il ou elle a pu rencontrer. Ensuite, à la rubrique faciliter, donc faciliter le financement de la formation, parce que comme sûrement beaucoup d'associations, nous, on a eu le cas, bien sûr, de personnes qui disent, pourtant, bon, les formations, c'est vrai que le premier week-end est à 50 €, ensuite il y a 2 sur l'initiation, ensuite il y a 2 week-ends d'écoute qui sont à 2 fois 75 €, et puis ensuite il y a encore un autre week-end. Donc c'est vrai que le total faisant à peu près 300 €, ça peut être cher pour certains bénévoles, donc être souple là aussi au niveau du financement. Introduire une dose de formation en visio, ça c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un mix à la fois en visio, qui a donné des résultats, semble-t-il, dans beaucoup de vos associations, des résultats très intéressants, mais tout en maintenant quand même une certaine dose en présentiel qui permet de créer un lien et des interactions qui sont différentes. Multiplier des messages de lien, donc voilà, ça rejoint. C'était entre les sessions. Pardon ? Les messages de lien, c'est entre les sessions. Les messages de lien, c'est entre les sessions, oui, Chantal, d'accord, bien sûr. Communiquer sur et clarifier le processus de transformation en cours pour le nouveau. Voilà. Adapter l'accompagnement individuel, donc adopter des modalités confortables pour nouveaux qui travaillent, et donc, encore une fois, le numérique, la place du numérique, il faut qu'on apprenne à mieux utiliser. Accueillir au CA et binomer sur une fonction, donc ce que je disais, par ce qu'on appelle aussi le parrainage, je pense que c'est ça qu'on a relevé. Un suivi individuel personnalisé en relation téléphonique. Et bien sûr, lier et maintenir du lien, donc un faisceau d'action de liens, des événements toute l'année, des congrès, donc des événements toute l'année, comme on a mis en dessous, proposer des réunions hors accompagnement. Il y a certaines associations qui ont parlé de groupes d'empathie, donc ça peut être l'occasion de se rencontrer, de ne pas parler de Jalmalve et que de Jalmalve, mais les écoutes, les besoins. Il y en a qui proposent du yoga, des massages, ou faire quelque chose de convivial qui peut faire du bien, comme on a entendu dans ces 2 journées. Les bénévoles ont besoin de se faire du bien avant de eux-mêmes faire du bien auprès des personnes que l'on a à rencontrer, à accompagner. Proposer des rencontres d'agrément conviviales, donc ça peut être une journée par an où tout le monde se retrouve dans un lieu festif, entre guillemets, pour échanger, chanter, n'est-ce pas, comme hier soir, et des rencontres conviviales. Nous, on a une conteuse qui, hélas, n'a pas pu venir là, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés au bord d'un lac, on était dans un resto, on a mangé en plein air, et elle nous a conté des histoires fort sympathiques que tout le monde a beaucoup appréciées. S'appuyer sur les compétences, donc recourir bien sûr aux compétences des bénévoles. Accorder de la reconnaissance pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Rapprocher sur un projet commun, se saisir des projets nouveaux, faire une place, faire ensemble. Vous me dites s'il faut commenter plus que... Penser ensemble et concevoir ensemble un projet. Donc l'idée étant de, comme nous a dit notre superviseure ici présente, Nathalie, être ensemble, faire ensemble, penser ensemble. Et faire participer une formation continue, rencontrer les autres, mutualisation avec l'entente.
Voilà, à vous les questions et nous trouverons des réponses. Voilà, un petit moment où la parole peut revenir vers vous. C'était bien de s'asseoir et d'être au cinéma, de voir les images, mais au fond, c'est un reflet de ce qui a été dit par les uns, par les autres. Vous n'étiez que dans un atelier, il y en avait 9 à côté, donc forcément, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas ce que vous avez entendu ou partagé dans votre atelier. On peut prendre un petit moment ensemble pour commenter, vous pouvez avoir des réactions, vous pouvez avoir envie d'en rajouter, de redonner des exemples sur ce qui a été dit. On va essayer de faire tourner des micros. Je vais le lâcher le plus vite possible. Voilà, on se donne un temps qui ne sera pas immense pour ça. On est assez bon pour prendre vite la parole et si vous vous levez, c'est super confortable pour tout le monde parce qu'on voit qui parle. Vous n'aviez peut-être pas de réaction immédiate ni de choses très particulières à commenter ou... Voilà, il y a un premier micro qui passe là, vers un chapeau. Merci beaucoup. Voilà, merci de... Ouais, je voudrais ajouter tout de suite apprendre ensemble. Apprendre ensemble. Apprendre, de rajouter le verbe apprendre ensemble. Parce que ce qui était riche pour nous, c'est que nous avions beaucoup de petites conférences pour le public et pour nous aussi. Tout notre travail d'apprentissage a été fait ensemble. Voilà. Merci de cette espèce de vivacité sur ce sujet. Il va rejoindre une des questions qui va apparaître également tout à l'heure dans les grandes questions qui sont sorties. Je crois qu'on pourra reprendre cette idée de apprendre et de apprendre ensemble comme façon à propos de la formation, de nos formations initiales, par exemple, ou sensibilisation. Si quelqu'un a un micro, on ne voit pas. Eh bien oui, je vois en blanc au milieu. Daniel. Merci en se levant peut-être pour que les gens repèrent. Voilà. Daniel Grossans, vous m'avez vu hier. Oui, mais debout, parce que c'est juste, c'est commode pour les uns et les autres de voir où est celui qui parle et non pas la sono. Merci beaucoup, Daniel. Je voudrais juste réagir à la question de l'arrivée massive dans nos associations. Pardon. Là, vous avez compris que je rigole un peu, des soignants. Je voudrais l'associer à quelque chose que j'ai cru entendre un tout petit peu vendredi soir aussi, et peut-être un autre moment, qui est les bénévoles. On est convaincus tous que, effectivement, dans un bras de couloir, un bénévole discute avec un soignant, lui remonte le moral. Ça, tout à fait OK. Mais il y a un autre problème qui se pose. Et c'est celui-là que je voudrais mettre en évidence, c'est que effectivement les soignants qui arrivent, c'est peut-être effectivement un élément à mettre dans l'évaluation du soignant qui est une fonction qu'il aurait en venant à Jalmalve de réparation par rapport à ses blessures de guerre professionnelles. Et je pense que là, c'est le point, bon, ça fait pas nouveau, mais il faut le soulever. Par contre, là où je serais très, très vigilant, ce n'est pas une association Jalmalve de réparer effectivement le mal-être des soignants, c'est aux politiques. L'idée circule. Je ne vois pas que la tribune soit particulièrement qualifiée pour enfoncer l'idée définitivement en disant Daniel Grossans a dit un truc énorme, insensé, on n'en parlera plus. Ou au contraire, il a soulevé un super sujet. Merci. On voit s'il y a d'autres réactions que vous voudriez partager rapidement liées à ce qui a été restitué, ou oui, l'image restituée des ateliers dans lesquels vous aviez travaillé. C'est peut-être par ailleurs le point qui vient d'être abordé là, a peut-être été fortement discuté en atelier, et je ne sais pas, puisqu'ils étaient 8 en parallèle, on ne sait pas ce qui s'est dit partout. Oui, il y a tout au fond, merci beaucoup de vous être levé tout au fond, et pour les autres, il faut vraiment attraper un torticolis, c'est la dernière rang. Je voudrais simplement réagir au propos de M. Grossans. Je vais parler. Ça marche ? Bien devant la bouche, le micro. C'est vrai que nous accueillons des soignants. Vous entendez ? Oui. Encore un peu plus fort. Alors, je descends. Voilà. Alors, les soignants dans notre association, les Monts Blancs,
La première chose que nous disons aux soignants qui viennent nous rejoindre, c'est qu'il leur faut changer de casquette, déjà. Et pour réagir au propos de M. Grossan, je pense que si on attend tout des politiques, on n'aura jamais rien. Donc, il y a un travail de fond qui se fait au niveau, je vais dire, citoyen, au niveau de chacun de nous, êtres humains, en relation. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour être, en majuscule, est bon à faire. Voilà, c'est tout. Donc là-dessus, à la fois, on peut faire et être auprès d'eux, ces soignants, pourquoi pas, mais ça ne résout pas la question de dire s'il y a des blessures professionnelles régulières et tout, ça renvoie à l'organisation des choses. Et là, on revient sur le niveau politique de la question et il ne faut peut-être pas se substituer. Si je rapproche vos deux idées, elles ne sont pas stabilisées pour tout le temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, alors il y a une autre. Merci. Daniel Gavard, Jeanne Maf 35. Je remercie déjà M. Grosjean pour les reprises qu'il fait par rapport à la première intervention de vendredi soir de M. Tanguy Châtel, pour ne pas le nommer. Je pense qu'effectivement, en accord avec lui, Jalmav n'est pas un espace thérapeutique. Par contre, que pour chacun d'entre nous, ça ait des effets thérapeutiques par rapport à des blessures parfois inconscientes qui tout à coup viennent à s'exprimer, c'est autre chose. Mais il ne faut pas confondre ces deux espaces. Voilà. Merci, et nous sommes sur le même sujet avec une sorte de cohérence d'échange extraordinaire. Ça arrive très rarement dans les congrès. On parle de la même chose depuis 3 intervenants, c'est super. Il y en a peut-être un 4e qui prend la parole et puis encore un autre derrière. Oui, alors finalement c'est moi qui prendrai la parole. Je suis un ancien soignant. Christian, voilà, j'ai l'habitude de parler. Debout, merci. Oui, parce que voilà, c'est encore mieux, les gens voient. Je suis un ancien soignant et je pense que c'est pas qu'on attire l'attention sur réparer la blessure des soignants peut-être, mais il faudrait plutôt parler de la question de réparer des blessures d'une manière générale. Voilà. La deuxième chose, c'est que de par ma profession, je savais faire un certain nombre de choses, dont accompagner. On m'a demandé de refaire la formation Jalmalve. Et j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça repositionne les choses et ça met sur un chemin différent. Et c'est ce chemin-là, en fait, qu'il faut que les gens accomplissent. Moi, j'ai souffert un petit peu quand je suis arrivé à Jalmalve qu'on désigne partout les soignants comme les seuls dont il faille se méfier. Non, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous ait le temps de se regarder lui-même et de se méfier déjà de lui-même. C'est le chemin, en fait, c'est le chemin du cheminement. Et je trouve que c'est celui-là qui est important à Jalmalve. On approfondit 2 voies, le côté le soignant à Jalmalve, et c'est ce qui vient d'être dit, et avoir un effet réparateur pour les blessures professionnelles des soignants dans leur exercice professionnel, et c'est l'autre chemin plus politique. Oui, encore une intervention? Oui, alors moi je voudrais répondre à la personne qui a parlé politique tout à l'heure. Moi je dis Jalmalve, c'est merveilleux, c'est vraiment formidable comme engagement, mais il n'y a pas que Jalmalve. Et quand on critique, quand on parle de politique, il faut s'engager en politique aussi, même quand on est à Jalmalve. Encore une personne. Merci. Pour les législatives de ce coup-ci, c'est tard, mais il n'est jamais trop tard pour les suivantes, parce que ça se prépare, ce coup-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Une ici et une... Voilà, c'est difficile de voir où sont tous les micros. Ne perdons pas de temps à... Chantal, oui, merci. De Oudou-Jalmalve. Moi, je suis soignante en activité. J'ai choisi une activité à temps partiel et j'ai fait la formation Jalmalve. Voilà, moi, au niveau thérapeutique, voilà, je pense que j'étais comme tout le monde. Ce que je voudrais souligner, c'est que moi, au niveau professionnel, quand je suis au travail, ça m'a apporté une qualité d'écoute.
de potentialiser le peu de temps qu'on a avec le patient, d'être vraiment avec le patient tout en effectuant des soins. Et ça, moi, j'ai une grande gratitude envers Jeanne Malve, en plus de mon bénévolat à côté. Voilà, merci Jeanne Malve. Merci. Merci beaucoup et peut-être encore, voilà, vous êtes là. Merci de vous lever. Merci. En fait, c'est tout à fait dans la continuité, ce que je veux dire. Et est-ce que je vous suis voulez une bien ancienne vous soignante Super. aussi. En fait, on a parlé d'apprendre ensemble. Et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré les bénévoles Jeanne Malve, j'ai appris beaucoup sur une autre façon d'être au malade, de ne plus être dans une action qui fait quand même la grosse partie du travail auprès des patients. Et voilà, j'ai une gratitude envers Jeanne Malve, envers les bénévoles que j'ai rencontrés dans l'EHPAD où je travaillais. Et c'est à partir de là que, peu à peu, j'ai construit mon engagement dans les soins palliatifs, j'ai construit mon engagement dans Jeanne Malve. Voilà, donc voilà, c'est mon chemin. Merci de le dire, parce que je pense que ça fait bien plaisir d'entendre ça comme chemin pour nous tous. Oui, avant de lâcher le sujet, il y a peut-être encore quelqu'un qui veut parler sur ce sujet. Oui, oh, extraordinaire. Ici, alors, merci. donc, moi aussi, je suis un ancien soignant. Il n'y a que des anciens soignants, c'est ça qui est ennuyeux. Donc. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé dans Jeanne Malve, eh bien, c'est ma capacité d'expression qui m'était frustrée en tant que professionnel. Hein, voilà. Et deuxième chose, donc merci beaucoup à Jeanne Malve. Et par contre, deuxième point, je voulais dire que notre structure, Jeanne Malve, est éminemment politique, au sens noble du terme. Nous sommes des citoyens impliqués dans la cité, et c'est le rôle fondamental, et c'est le rôle premier de la politique. Et donc, nous faisons bien sûr de la politique, au sens noble du terme, et j'espère bien que Jeanne Malve va continuer à le faire tout au long de sa carrière que je souhaite encore longue, et auquel j'aimerais bien continuer à participer le plus possible. Voilà. Merci. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on est parti sur le sujet des soignants comme ça. Et du coup, ça évoque énormément de choses. C'est beaucoup de gens. À vous, madame, merci. Bonjour, Christine de Jeanne Malve Annecy. C'est un tout autre sujet. En termes de communication, je pense que pour attirer les jeunes, il faut vraiment rentrer dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu que Jeanne Malve avait tweeté tous les beaux messages, toutes les belles vidéos qui avaient été faites. Mais il n'y avait pas de tweet sur le congrès. J'en ai fait un vendredi soir. Et je pense que c'est important vraiment d'y penser. Parce que j'ai comparé avec l'association Mourir, je ne sais pas quoi. Et là, il tweet tous les jours, quoi. Donc, voilà. Merci. C'est un sujet à soi tout seul. On va le retrouver. C'est un sujet par rapport auquel également il y a peut-être une annonce que je vais glisser là tout de suite, mais qui n'est pas une réponse du tout complète au sujet que vous évoquez. Merci. C'est de dire que pour notre simple congrès là, qui a été entièrement enregistré, y compris la séance de ce matin, elle sera disponible sur le YouTube de la Fédération, mais il faut un tout petit délai pour le faire, car nos séances sont longues. On va dire le fichier demande un certain temps de conversion. Pour dire que la séance plénière de vendredi sera disponible dès demain sur ce YouTube de la Fédération. En revanche, les séances d'hier et celles d'aujourd'hui demandent un petit temps supplémentaire, ça sera dans la semaine seulement. Ce n'est qu'un aspect de la question que vous soulevez, madame, qui est de dire en faire plus, en faire beaucoup plus, y compris par rapport à d'autres, etc. On retrouve ce sujet dans la deuxième partie qu'on aborde dans quelques instants. Merci d'y revenir si on n'allait pas assez loin. Un autre, oui. Nathalie de Jeanne Malve Rouen, je change complètement de sujet, mais j'ai été surprise hier lors de l'atelier du matin de constater qu'un certain nombre de personnes présentes dans l'atelier n'avaient jamais entendu parler des représentants des usagers. Oui, d'accord. Et ça n'est pas ressorti. Alors oui, ça peut se comprendre, c'est bien du même Jeanne Malve que nous parlons. Merci, ce sujet, on verra si... Et pourtant, on verra. Mais oui. On a encore une minute ou deux, si vous voulez, pour partager. C'est un peu en vrac, mais bon. Merci beaucoup à vous qui faites tourner les micros rapidement à tout le monde. Marie-France, Jeanne Malve, Strasbourg.
Je suis une ancienne soignante. J'ai beaucoup souffert dans mon métier puisque je ne pouvais pas accompagner. Alors, je suis venue aussi chez Jalmalve pour des raisons personnelles et je peux dire qu'ils m'ont réparé quelque part et que je les remercierai jamais assez. Voilà. Et maintenant, j'accompagne et ça, il n'y a rien de mieux. Merci pour ce remerciement qui, je pense, s'adresse à ceux qui sont là dans des positions de responsables d'associations ou au niveau de la fédération, mais aussi à tous ceux qui ont été dans ce même genre de fonction l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Puisque, en fait, si ça peut se faire, c'est parce que ça fait 30 ans, ou 35 ans, ou même un peu plus, que quelque part ce terrain est labouré, et il est labouré par une série de bénévoles dans les associations, à la fédération. Donc je crois que ces remerciements vont à une immense communauté de personnes, y compris ceux qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Quelques-uns étant disparus pour de bon. Un dernier personne ou... Jalmalve, c'est une grande histoire d'amour. Je voudrais juste dire une petite chose suite à cet échange. On réalisait que s'il n'y avait pas de soignants à Jalmalve, on n'est pas nombreux à la table à rester. Peut-être pas très nombreux dans la salle. Et je pensais, en entendant ce que disaient Patricia Florier et René Cherarière, qu'au départ, c'était bien soignants et non soignants ensemble. Et je crois que c'est ensemble, avec la confrontation des expériences de chacun, qu'on ira plus loin. Donc le soignant, il a son expérience, il a sa souffrance, il a sa motivation. Le non-soignant, il a son expérience, il a sa souffrance, il a sa motivation. Donc ensemble. Merci. On va essayer de continuer à être sur l'horaire, puisque pour la première fois dans l'histoire de Jalmalve, ce congrès est sur l'horaire en permanence. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On va donc enchaîner avec la deuxième partie d'idées qui sont nées du travail qui a été partagé ensemble. Ce ne sont pas directement des formulations qui sont issues des ateliers, c'est plutôt des idées extraites à la fois des retours d'ateliers, mais aussi des interventions qu'il y a eu toute la journée d'hier, et y compris la mise en route qui avait été produite le vendredi soir avec les deux intervenants, Arnaud Herbeau et Tanguy Châtel. C'est à travers là 7 ou 8 images de diaporama qui sont beaucoup plus réflexives. Je vous propose de les parcourir ensemble et que nous puissions après revenir sur les questions que ça vous donnerait envie d'approfondir ou sur lesquelles insister, et qu'on le fasse en discussion avec une partie d'entre nous qui sommes là à la tribune et l'autre partie d'entre nous qui êtes là. Et ça sera l'occasion, si vous prenez la parole, je vous demanderai de nouveau de vous lever, parce qu'en fait, le fait que vous vous leviez permet que celui qui parle à tous ceux qui sont assis et pas sinon à la tribune qui est évidemment... voilà, parce qu'en fait, c'est l'ensemble que nous sommes là qui va essayer de réfléchir un peu plus loin. Alors... voilà, c'est quelques idées ou quelques problématiques ou quelques sujets peut-être délicats que nous pose la situation et nos réflexions. En voilà déjà sous un titre qui est il faut peut-être réussir pour nous à Jalmalve à la fois à homogénéiser et développer une culture Jalmalve, homogénéiser parce qu'on a des variations, développer parce qu'il faut la travailler, une culture commune, et en même temps on a dit par certains côtés avec moins de rencontres, ce qui est un peu paradoxal puisque d'abord on vient de vérifier là à quel point c'est utile d'être ensemble au même endroit, et en même temps on a vécu 2 ans dans lesquels on a eu beaucoup moins de rencontres ou des rencontres sur un autre mode. Donc c'est pas facile. Et d'autant plus que ce qui a été dit, c'est une chose importante sur le fait, l'importance d'une sorte de transmission entre des plus anciens et des plus récents, entre des plus âgés ou des gens qui sont en activité. Sur l'accompagnement, ça a été beaucoup dit, ça se passe durant les formations, c'est bien s'il peut y avoir des formations avec un formateur, mais aussi un membre de l'association, des binômes, des transmissions qui se fassent en association où la rencontre entre les plus anciens et les plus nouveaux est extrêmement fructueuse et participe de l'apprentissage, apprendre ensemble. Voilà.
Le faire, c'est bien, c'est sûrement intéressant, mais si on dit en même temps qu'on a moins de possibilités de rencontres parce que les plutôt nouveaux bénévoles sont des personnes plus occupées, moins disponibles, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, en plus d'un accompagnement qu'ils aimeraient un peu souple dans les horaires, et que finalement, il y a moins de temps pour des rencontres et du travail avec l'association, alors comment on fait pour obtenir à la fois de la transmission et si on ne se rencontre pas? C'est un paradoxe et du coup, ça nous pose une question du comment faire. Sur cette même idée, j'avais envie de commenter le fait de dire qu'on a inventé l'année dernière pas mal de carrefours thématiques qui ont été faits. Les carrefours, ils s'appelaient comme ça carrefours, ils étaient généralement annoncés dans les associations avec un sujet. Ces carrefours, c'est des rencontres qui étaient par visioconférence sur un sujet limité. On n'a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit, vient qui veut. Ces carrefours, il y en a eu sur plusieurs sujets. Il y en a eu avec des sous-groupes parmi nous qui étaient, par exemple, les référents campagne. Ça ne s'adressait qu'à ceux qui s'occupaient de la campagne. Il y en a eu un avec les référents formation, c'est-à-dire ceux des associations qui sont plus en charge de la partie formation. Il y en a eu 2 sur les représentants des usagers, dont certains n'ont pas entendu parler, et c'est comme ça. Et pourtant, il y a eu 2 carrefours sur les représentants des usagers, activité que l'on voudrait un petit peu stimuler. Il y en a eu également sur le sujet de l'euthanasie et des positions et des réflexions que la Fédération pouvait essayer de développer sur cette question dans un contexte où des lois sont en cours de discussion ou le seront. Ces carrefours, c'est bien. C'est assez facile d'accès, c'est assez concentré, ça dure à peu près 2 heures. On en a donc fait 6 ou 7, intéressant. Et en même temps, la question que ça pose, c'est que viennent à ces carrefours ceux qui sont intéressés, parce qu'ils ont vu passer l'annonce, parce que l'association a fait circuler le message, mais il y en a qui ne viennent pas. Il y a en gros la moitié des associations, mais pas plus, qui étaient là. L'autre moitié, ce n'est pas toujours les mêmes, ne vient pas. Et c'est très bien. Ça peut nous poser la question de dire, est-ce qu'on arrive à la fois à homogénéiser ou développer une culture commune sur des sujets comme ça, entre fédérations et associations, c'est-à-dire finalement entre toutes les associations, ou est-ce qu'il faut compléter par d'autres choses pour pouvoir, on va dire, impliquer tout le monde, toucher tout le monde? Par comparaison, dans ce congrès, nous sommes 56 associations différentes qui sommes venues. Dans les carrefours, on était plutôt sur 25 à 30 associations présentes, ce qui est pas mal, mais c'est la moitié. Voilà. Et le total pourrait être 75 associations. Une autre question, et c'est un sujet un petit peu technique, c'est il y a une assez forte demande qui s'exprime pour avoir des formations qui soient décentralisées, qui ne soient plus à Paris, qui soient décentralisées vers un lieu particulier. Alors, c'est une idée extrêmement intéressante. La période de Covid a dopé, surtout à la fin de la période de Covid, les demandes des associations disant « on aimerait beaucoup avoir telle formation décentralisée dans la ville d'où nous faisons la demande ». Position de la fédération par rapport à ça pourrait être de dire « oui, c'est très bien, c'est très intéressant, mais on ne peut pas faire complètement du sur-mesure pour ces choses-là ». D'abord parce qu'il faut programmer cette formation, il faut la mettre, si je peux dire, à notre budget formation, il faut le préparer à l'avance. Et l'autre point pour lequel on ne peut pas le faire sur mesure, c'est que l'esprit des formations décentralisées, c'est que ça soit l'occasion de faire localement aussi une rencontre des bénévoles intéressés par le sujet de la formation qui viennent d'associations voisines et de développer à cette occasion-là une cohérence, une homogénéité, une connaissance mutuelle que ça permet de faire. Et du coup, une formation décentralisée peut difficilement être faite pour telle association, quand bien même elle dirait « j'ai 10 personnes pour la formation », mais voilà. Il y a cette idée de l'ouvrir à un ensemble un petit peu plus large, au nom de l'idée d'homogénéité et de développer une culture commune. Donc pour dire que là-dessus, et il y a eu une petite note, un peu d'organisation qui est parvenue dans vos associations la semaine dernière sur les formations décentralisées. On peut en faire plus. Il faut prendre le temps de les faire un peu plus tard pour pouvoir les programmer au plan budgétaire et que ça soit pris en compte. Et ça demande à être un projet qui est localement bâti en associant les associations voisines. Voilà. On est sur le fait de dire quelque part homogénéiser et développer une culture commune en ayant moins de rencontres, mais en ayant peut-être de meilleures rencontres mieux organisées. C'est une problématique.
Une autre problématique que je pense on peut extraire des échanges qu'on a eus, elle tourne autour de ça, c'est formulé de façon un peu lourde, et je le dis d'autant plus que je suis l'auteur de cette phrase qui est bien longue. Alors j'essaye de la lire en disant « Le sens de l'engagement, chez nous à Jalmalve, il est moins dans le bénévolat au sens du mot bénévolat, au sens de dire que c'est bénévole, ce n'est pas rémunéré, c'est gratuit, que dans la gratuité de l'accompagnement, que dans la générosité d'aller à la rencontre de l'autre. Ce qui est extrêmement fort dans notre engagement, et nous l'avons redit, c'est ce risque, cette générosité d'aller à la rencontre de l'autre, autre individu, personne tout seul dans l'accompagnement, ou autre collectif, le public. Et c'est ça qui est la force de notre engagement, c'est qu'on ose aller à la rencontre d'un autre pour qu'il se passe quelque chose de vie qu'on ne connaissait pas à l'avance. Le fait qu'on le fasse de façon bénévole, au sens gratuite, n'est pas aussi important que ce que je viens de dire. Et du coup, peut-être il y a des conséquences qu'on peut en tirer. C'est ce qui est écrit en noir. Qui est de dire d'abord cet engagement pour aller vers la rencontre de l'autre, eh bien peut-être qu'on peut essayer d'aller voir des autres que l'on ne rencontre pas encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres peut-être personnes à accompagner dans des situations, dans des contextes où aujourd'hui on ne va pas aller les voir. Et je crois que c'est une des questions qu'on s'est posées collectivement, qui est de dire est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres comme on le fait ou avec des systèmes un peu différents. Une deuxième point que je voulais rappeler, qui est à partir de l'exemple particulier qui avait été évoqué par une de nos associations qui disait on est en train de mettre en place un système dans lequel un bénévole va être en fait bénévole parce que l'entreprise où il travaille s'engagera vis-à-vis de l'association avec un mécénat de compétences, ce qui permet de quelque part, on va dire, de payer ce bénévole d'une certaine façon pour son travail de bénévole. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça touche nos principes? Je ne crois pas. C'est une disposition nouvelle, ce n'est pas du tout quelque chose d'habituel. Quelque part, ça modifie un peu la, entre guillemets, gratuité. Il n'y a pas de truc marchand là-dedans. Peu importe, je pense que ça met une nouvelle ressource à la disposition de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Ça peut parfaitement rentrer là-dedans parce que ça ne touche pas la question centrale qui est, ça a permis à une personne de plus d'aller à la rencontre de ceux qui ont besoin d'être accompagnés. En ce sens-là, c'est original comme expérience, mais ce n'est pas hétérodoxe ou hors la ligne du parti. Un dernier point, c'est que cette histoire de dire que où est le cœur de l'engagement, il est dans la générosité d'aller à la rencontre de l'autre, et ça, on le fait personne, accompagnant, on le fait éventuellement bénévole face au public. Ça pose la question qui a été débattue plusieurs fois par petits bouts, qui est l'équilibre extrêmement difficile à construire entre à la fois pas mal de cadrage, pas mal de formation qui nous prépare, qui nous stabilise, qui nous donne des assurances sur beaucoup de choses, quitte à ce qu'on la trouve parfois trop rigide ou trop longue, on va y revenir, c'est un autre sujet. Un cadrage qui est fort, et Jalmalve, je pense, identifié pour un cadrage solide, rigoureux, consistant, mais aussi de l'autre côté la part d'autonomie, et qui est la discussion qu'on a entendue à plusieurs moments en disant, à propos de la formation ou à propos des nouveaux bénévoles, quelque part ce qui a été dit en disant il faut peut-être leur faire assez confiance dans leur capacité à être finalement un accompagnant pertinent, juste, même s'il n'a pas été totalement formé pendant X temps ou qui n'est pas totalement encadré. Il y a la part de l'autonomie des bénévoles, il y a la part de l'autonomie d'ailleurs de ceux qui prennent aussi la parole en public, et ça, il faut faire confiance à ça. C'est un équilibre difficile à construire. Il faut pas mal de cadrage, mais il faut aussi vastement pas mal d'autonomie. Et si je reprends des mots de Tanguy Châtel qui disait « Aujourd'hui, peut-être que l'autonomie, il y en a moins que celle que les pionniers avaient eu le culot d'avoir quand ils ont inventé finalement le modèle qu'on développe. » Voilà. On a développé le modèle, on a un peu industrialisé, le mot est un peu choquant, on a développé, mais il ne faut pas perdre la part d'autonomie. Et des jeunes, plus jeunes bénévoles, des bénévoles en activité, des bénévoles qui n'ont peut-être pas eu une formation complètement complète parce que ce n'est pas facile à faire et ça, peuvent être peut-être plus tôt, c'est le sujet qu'on verra après, déjà de bons, ils peuvent peut-être déjà aller sur le terrain. Voilà, cette discussion, je pense qu'elle est levée et il faut la poursuivre. Elle n'est pas simple parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, cet équilibre entre les deux.
C'est beaucoup plus ennuyeux que ce qui a été dit avant parce qu'on s'éloigne de la fraîcheur des ateliers concrets et on monte sur des problématiques un peu hardes. Il y en a encore quelques-unes, ça tient le choc. On peut en mettre une ou deux et après on en reprendra une ou deux, pas toutes, et on pourra dialoguer tous ensemble. Pardon ? Bénévole accompagnant. Ça voulait, s'il y avait écrit BA, ah non, EBA, c'était dans le mécénat de compétences entreprise bénévole association, puisque c'est une histoire tripartite. À propos d'un bénévole qui est salarié dans une entreprise, l'entreprise passe avec l'association. Voilà, c'est un procédé graphique pour avoir de la place. Merci beaucoup d'avoir vu que ce n'était pas du français. Troisième grand sujet qui me semble peut sortir des discussions qu'on a eues. Alors là, je me suis beaucoup amusé en rédigeant la formule bleue. Régler finement la formation initiale. Est-ce que c'est une question de volume ou est-ce que c'est une question de dynamique et d'apprentissage? Et c'est quelque part la question que Patricia Florier nous a renvoyée ce matin. Il y a eu plusieurs fois dans notre journée, à vendredi et hier, le fait de dire la formation, on découvre que pour certaines associations, la formation est très longue, elle est assez lourde et consistante en nombre d'heures ou en nombre de demi-journées. Voilà. C'est donc un processus imposant. Et il peut être inquiétant pour de nouveaux bénévoles qui nous rejoignent. Et on est content que ces bénévoles d'une génération plus jeune viennent, ça c'est sûr. Mais en même temps, ils sont exigeants, ils nous demandent de la souplesse, de l'adaptation. Le problème du réglage, pour que nos formations initiales soient encore meilleures que ce qu'on fait, est-ce que c'est une question de volume? Et quelque part, il faudrait les diminuer pour qu'elles soient plus digestes pour des gens qui ont moins de temps? Ou est-ce qu'il faudrait les faire, ce n'est pas une question de volume, mais les faire en renforçant ce qui dedans fait que c'est une vraie dynamique d'apprentissage, que l'on apprend et que l'on apprend ensemble, des anciens et des nouveaux, et que c'est donc une question de pédagogie qui développe des apprentissages, c'est une question de progression, et c'est ça qu'il faut travailler plus que la durée proprement dite. Alors, le régler finement, parce que c'est un sujet, il me semble qu'on a vu que beaucoup d'associations font leur formation, elles le font vraiment comme elles pensent le mieux, il y a pas mal de variétés, et donc ces choses-là, ça ne se remet pas sur l'établi n'importe comment, ça se règle, on ne va pas non plus tout bouleverser. Deuxième idée sur ce sujet, peut-être que pour une association, remettre sur l'établi la formation qu'elle a mise en place, qu'elle fait tourner depuis plusieurs années, repenser périodiquement cette formation pour que ce soit un bon levier d'intégration des nouveaux et que ce soit un levier vraiment approprié par l'association, c'est-à-dire que c'est vraiment le programme de formation que l'association est capable de porter par ceux qui vont y participer. Eh bien, peut-être que pour faire ça, il faut oser remettre sur l'établi son programme de formation. Et il y a eu plusieurs témoignages d'associations qui l'ont fait. Certaines, par exemple, ont pu arrêter la formation pendant une année, le temps de redéfinir le programme qu'elles voulaient porter et qu'elles voulaient porter ensemble. Autrement dit, c'est un petit coup de pied aux fesses pour les associations. Si vous n'avez pas remis en cause votre programme de formation depuis longtemps, il y a des camarades dans la salle qui disent que ça vaudrait peut-être le coup de le faire, car c'est refondateur de ce que l'on veut. Et en ce sens-là, une association, c'est au premier niveau, le creuset du travail culturel qui est le nôtre. Bon, c'est sympathique à écrire à cette heure-ci. Le programme de travail qui en découle est suffisamment lourd pour que je passe à l'image d'après. De cette image d'après, je voudrais juste extraire une idée qui est que premier pied de Jalmalve, deuxième pied de Jalmalve, il est une fois de plus vérifié entre nous que nous parlons moins facilement du deuxième pied. Il est plus diffus, ce sont des actions différentes, alors que le premier pied, l'accompagnement, ça nous donne un sujet qui est assez clair à développer et à travailler. Et pourtant, cette histoire du deuxième pied, il me semble qu'on peut dire que d'une certaine façon, la force des associations de Jalmalve, dans leur présence dans la cité, par rapport aux questions que la mort pose à notre société, eh bien, ça commence déjà dans l'association par la façon dont elle travaille elle-même sur les messages, sur ce qu'elle décide de faire, sur ses projets, et que travailler sur ce plan en association, c'est se donner les moyens de le faire vers l'extérieur encore plus fort. Et donc, c'est un travail... En fait, le deuxième pied de Jalmalve, il commence dans l'association,
qui est un petit lieu, une petite instance de réflexion et de progression sur ces sujets de société qui vont beaucoup plus loin. Il y a un mot qui a été pas mal prononcé dans les ateliers hier, qui est l'importance de la coordination, le travail d'adaptation que l'on attend des coordinateurs pour qu'ils puissent organiser des horaires de visite peut-être plus souples, des conditions de visite qui sont plus adaptées aux différents bénévoles, mais aussi aux contraintes des établissements où ça se passe. Et au fond, il me semble que ce mot de coordination, c'est un mot extrêmement important. Il y a une commission qui parle bien sûr de ça. Dans toutes les associations qui sont bien équipées, vous avez des coordinateurs, mais dans des associations qui passent par un point bas, malheureusement, parfois on a perdu son coordinateur et c'est une véritable perte. Et que ce qui a été dit finalement, c'est qu'il nous faut adapter et renforcer ce travail de coordination. Le renforcer parce qu'il est encore plus important et que adapter ce travail d'adaptation entre les possibilités des bénévoles et les attentes et les besoins des établissements où l'on va à travers la convention et la façon de la faire vivre, il faut beaucoup d'adaptation. On est content d'avoir des bénévoles plus jeunes, moins disponibles à d'autres heures, peut-être disponibles pour des durées moins longues. Mais tout ça, ça fait de la fine dentelle et les coordinateurs ont devant eux vraiment un rôle qui va croissant. Inventer la souplesse et la mettre en œuvre, c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis, sur ce sujet, derrière cette appellation un peu surprenante qui est tenter le hors-piste, j'ai envie de passer la parole à peut-être très précisément Colette Perrard pour évoquer quelque chose qui est un projet. Elle ne s'y attendait pas du tout, je suis confus. Mais pour évoquer un projet sur lequel pas mal de personnes de la fédération travaillent, elle va vous en dire un mot, parce que c'est quelque chose qui permettrait de faire de l'écoute autrement et qui pose autrement le problème de la coordination. Voilà, merci Colette. À chaud. Merci de ce renvoi de balle auquel je ne m'attendais pas. Effectivement, on réfléchit depuis plusieurs mois maintenant à une autre façon d'accompagner. Alors, c'est un petit peu à la suite de ce qui s'est passé pendant la période du Covid, où beaucoup d'entre nous se sont rattachés à la plateforme Mieux traverser son deuil. Et l'idée nous est venue de se dire que peut-être qu'en amont du deuil, il y avait aussi une place pour l'accompagnement des malades et des familles, peut-être surtout dans la période de la maladie, la grande maladie, le handicap. Et donc c'est un projet qui est audacieux parce que au prime abord, ça paraît pas évident du tout de savoir comment ces personnes peuvent connaître un éventuel numéro, une éventuelle plateforme. Donc on est en train de réfléchir à tout ça. Tanguy Châtel en a un petit peu donné, on lui en avait déjà parlé tout à fait au début de notre réflexion, et je vois que là aussi ça a mûri. Donc on a pas mal de rencontres avec d'autres associations, parce que ce qu'on voudrait, c'est que ce soit vraiment un projet très fédérateur entre toutes les associations d'accompagnement, avec l'idée que cette plateforme, de façon très ambitieuse, soit ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ça permettrait notamment aux personnes qui sont, je dirais, de l'autre côté de la Terre, de pouvoir nous contacter également. Parce qu'on voit que dans Mieux traverser son deuil, vous avez des Canadiens, des Africains, des gens de la Réunion, etc., qui peuvent se raccrocher à cette plateforme. Donc c'est un projet qui est compliqué à mettre en route, mais qui nous paraît quand même être un peu un projet d'avenir, compte tenu de toutes les possibilités que nous offre la technique actuellement, et qui ne va pas aller en s'amenuisant, mais au contraire en augmentant très probablement. Donc voilà, on est depuis plusieurs mois, toujours au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, on se rend compte de la complexité. Alors évidemment, on s'est un peu dit peut-être que 24/24 c'est trop, 7 jours sur 7 c'est trop. Comment faire connaître le numéro d'appel, comment arriver, parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont en difficulté sont souvent en difficulté par rapport à des situations très administratives,
comme par exemple comment je fais si je suis en arrêt de travail et que parce que mon mari est malade, et comment je suis rémunérée, qu'est-ce que j'ai comme possibilités, etc. Donc des choses très pratico-pratiques, et qu'à partir de ces choses très pratico-pratiques, on peut avoir des personnes qui nous montrent combien elles sont profondément en difficulté, et ça déboucherait vraiment sur ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire l'écoute. Donc tout ça, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais ça nous paraît un projet intéressant. En tout cas, ça nous mobilise beaucoup. Et ça, je dirais que comme tous les projets un peu novateurs, c'est toujours de la créativité et c'est assez enthousiasmant. Voilà, on en est un petit peu là. Olivier, qui est dans le projet depuis le début, peut peut-être rajouter des choses. Que la force d'écoute serait assurée par des bénévoles d'accompagnement de toutes nos associations qui ont cette capacité d'écoute, voilà, et que ce serait quelque chose qui serait par le fait même ouvert et s'appuyant sur les bénévoles de toutes les associations de France et de Navarre, ce qui donne au projet un aspect inter ou fédérateur qui le rend plus compliqué à dépoter. Le commentaire que je ferai, c'est qu'une des difficultés de fond dans ce projet, c'est de comment organiser la rencontre entre un besoin d'expression de personnes sur des situations qui les mettent en souffrance, qui les mettent en désarroi, et des écoutants qui sont bons et aptes et capables de les écouter, quand le seul moyen de coordination serait la technique, c'est-à-dire une plateforme qui, quelque part, dit quand vous appelez ce numéro, vous tombez sur quelqu'un qui vous écoutera bien. Mais c'est justement demander que la technique et la présentation des choses répondent à la question de tout ce que font nos coordinateurs lorsqu'ils font, jour après jour, établissement après établissement, le lien entre des besoins de personnes à écouter et des capacités d'écoute de nos bénévoles. Dans une option comme ça, qui est numérique, il faut trouver comment faire que ça marche alors qu'il n'y a pas cette énorme utilité de la coordination. Voilà. C'est pour ça que ça vient là. Je n'ajouterai pas d'autre chose, si ce n'est que de dire qu'on pourra peut-être encore parler de ce sujet au congrès d'après, parce que ça avance à la vitesse à laquelle avancent les projets, ça mobilise, et au fur et à mesure qu'on avance, Colette l'a fort bien dit, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ce que l'on avait envisagé. Merci. On est presque au bout. Ah ben oui, il reste 2 images. 2 images que j'ai appelées coup de pied pour demain, coup de pied aux fesses. Alors, il y a une première page pour coup de pied aux fesses des associations, mais rassurez-vous, il y a une deuxième page avec coup de pied aux fesses de la fédération. J'ai repris cette image de coup de pied pour demain parce que ça s'est gentiment dit vendredi, etc. C'est aussi l'occasion, dans des moments où on se rencontre et on est côte à côte, parce que la convivialité est là et que la bienveillance est là sur le fond, on peut s'envoyer des choses qui ne sont pas toujours faciles et confortables à recevoir. Et du coup, j'ai un peu considéré comme des coups de pied aux fesses aux associations, donc dans les fesses des associations, c'est-à-dire nous tous, des sujets comme celui 2-3 que j'ai mis là. Alors, à travers une drôle de formule, oser le reset des vœux d'accompagnement, c'est une façon économe en place de dire, dans la période de Covid, il y a des associations qui ont eu le culot, alors qu'on était confinés, il n'y avait plus d'accompagnement, les établissements étaient fermés, tout le monde était l'arme au pied, on ne savait plus quoi faire. Il y a des associations qui ont eu le culot de dire, eh bien, c'est le moment d'en profiter en association pour mettre sur la table, dans des réunions de travail ensemble, avec des petits questionnements et des questionnaires à nous tous, qu'est-ce que vous aimeriez faire demain dans vos accompagnements dans notre association ou dans vos autres engagements de bénévoles dans l'association. C'est-à-dire de mettre sur la table, au moment où on était empêché de travailler, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'idéal, voilà. Il faut du culot pour faire ça au moment où l'association est figée. Et en même temps, les associations qui ont fait ça en ont, je crois, tiré un très grand profit parce que ça a permis de permettre à chacun des bénévoles de redire où était son souhait profond, là où il se sentait le mieux engagé actuellement, mais peut-être aussi demain autrement. Et donc, c'est
ce courage qui a été de faire face à la situation, je pense, est extrêmement positif pour une association. Et beaucoup de choses dans les ateliers l'ont dit, dans les préparations aussi. Ces nouveaux bénévoles, ils ont envie qu'on leur fasse une place, ils ont envie qu'on essaye de leur faire un peu de sur-mesure. Alors on ne va pas les soigner excessivement au détriment des autres, mais il faut quand même retravailler sur le meilleur ajustement des vœux, des capacités de chacun. On a eu des bons mots forts sur le fait de dire qu'il fallait solliciter les bénévoles pour ce qu'ils pouvaient faire, aller les chercher sur ce qu'ils pourraient faire demain, les provoquer sans non plus les bousculer. Deuxième idée, c'est quand même un coup de pied aux fesses des associations, être initiatif, être créatif, être inventif, être un peu comme un pionnier, comme étaient les pionniers fondateurs, c'est-à-dire avoir le culot peut-être de se lancer dans un projet un peu fort, un peu original. Voilà, parce qu'on a vu et on a parlé ensemble de la force de fédération et d'entraînement des projets. Encore faut-il se mettre un projet. Alors, les témoins d'hier à la table ronde d'après le déjeuner ont évoqué des projets et c'est vrai qu'ils ont, avec quelques mots, ils ont surpris par les projets sur lesquels ils décident de s'engager. Il y a ici dans la salle différentes associations dans lesquelles des bénévoles s'engagent sur des projets très originaux pour trouver des nouvelles façons de faire travailler ensemble tous les acteurs de soins autour de la personne accompagnée, par exemple dans l'univers du domicile. En fait, des projets comme ça, il y a la place pour être initiateur. Alors, on a les forces qu'on a. Il ne s'agit pas de s'en faire 3, 4 suites et tellement qu'on s'étouffe, mais peut-être d'avoir le culot d'en inventer des bons. De ce point de vue-là, les pionniers fondateurs, et ils sont dans la salle, ont lancé des choses très fortes en leur temps. Et puis, dernière idée, qui est un peu un coup de pied aux fesses des associations, en tout cas dans mon esprit, c'est qu'il faut peut-être avoir une sorte de pédagogie du développement de son association pour qu'elle grandisse avec ses bénévoles. C'est-à-dire que la façon d'animer les associations, et on en a parlé hier pas mal, permettent effectivement à l'association de grandir avec les bénévoles qui sont présents en elle. C'est une sorte de pédagogie ou une sorte de, je sais pas comment dire, d'éthique de développement. C'est extrêmement exigeant, ça demande beaucoup de discussions. Je ferai de nouveau référence à ce que disait René Scherrer qui dit « on a usé beaucoup de salive à un moment donné pour savoir si ce que l'on voulait permettre aux gens de faire comme progrès, ça s'appelait formation ou pas formation, est-ce qu'il faut l'appeler autrement ?» Voilà, c'est véritablement un travail éducatif. De ce point de vue-là, j'ai envie de rappeler que la revue, dont nous avons eu quelques aperçus, c'est un très grand trésor dont on peut faire une plus grande utilisation qu'on ne le fait aujourd'hui, ou en tout cas dans certaines associations. On termine avec un coup de pied aux fesses de la fédération, parce qu'il faut bien qu'il y en ait pour tout le monde, des interpellations. En voilà 3, je ne sais pas si c'est tout. Il y en a une qui reprend la question que vous souleviez, madame, je crois, qui est pour la fédération, il vous faudrait peut-être bien communiquer plus direct et être beaucoup plus visible sur le numérique, être plus visible sur Internet, peut-être avec des messages plus clairs, plus visibles, et surtout beaucoup plus actifs sur peut-être des réseaux sociaux et ces modalités de communication que nous ne le faisons. On n'a pas approfondi ces questions, mais il y a eu pas mal de messages sur ce thème-là. Sous-entendu, ça va aussi avec le fait d'attirer, entre guillemets, des bénévoles plus jeunes que la génération d'avant. Le message, je profite pour glisser un message, je change de casquette, c'est plus du tout un retour sur les idées. La fédération a un besoin vif d'un webmestre, de quelqu'un qui, dans vos associations, aurait une expérience, une capacité à rentrer dans les sites, voilà, la fédération est sous le site WordPress, un webmestre qui soit capable de rentrer des documents, d'en sortir, de faire du ménage, de faire une meilleure présentation, voire même également quelqu'un qui aide à ce qui est plutôt la partie éditoriale des messages que l'on met en place sur un site. C'est la partie un peu plus éditoriale. Il y en a peut-être dans vos associations, par miracle, si vous aviez quelqu'un qui a ce type de compétences et que vous vouliez bien ne pas le garder pour vous parce qu'il vous rend les plus grands services et que vous pensez qu'une personne comme ça aurait quelques heures à donner à la fédération, nous sommes preneurs. Et là, je parle dans nous. Christian Cotta, qui est là-bas derrière, a dit quelques messages. Il est avec moi-même les 2 seules personnes qui aujourd'hui rentrons un tout petit peu dans... Voilà, avec notre clé 12 et notre clé de 14 dans le site, nous ne faisons pas du tout autant de choses que nous aimerions faire.
Il y a sur la partie numérique avec Françoise Monet et Martine Binda qui sont dans la salle, des personnes qui régulent, qui parlent, qui interviennent sur notre page Facebook et tout ce qu'elle provoque. Il y a plus de travail à faire que ce que nous pouvons faire. L'appel au secours est lancé. Merci, si vous avez des personnes, de nous le dire. Coup de pied aux fesses à la fédération sur une autre idée qui est peut-être que c'est bien de rassembler sur nos valeurs. On l'a dit, c'est important, oui. Peut-être il faut même actualiser ces 3 valeurs. Nos 3 valeurs, je rappelle, c'est solidarité, c'est dignité et c'est respect de la vie. Eh bien, je pense qu'il nous faut les remettre en travail, non pas forcément pour les changer, mais pour dire quel est le sens de ces valeurs aujourd'hui dans un contexte qui évolue. Et je pense à un exemple très particulier qui peut nous inviter à faire un peu de travail. Imaginons que des lois légalisent l'euthanasie dans 2 ans en France. Dès lors que la société aurait considéré que peut-être on peut effectivement mettre en œuvre des euthanasies de citoyens, eh bien, ça vient peut-être percuter et modifier ce que nous mettons derrière la solidarité, que nous mettons avec les personnes qui rencontrent finalement leur mort, qui sont confrontées à la mort et que nous décidons d'accompagner ou pour lesquelles nous essayons d'améliorer les choses. Peut-être que si la société a considéré qu'il est possible, qu'il est légal et qu'il est correct de supprimer quelqu'un, un de ses citoyens, eh bien peut-être que ça vient percuter ce que nous avons à mettre dans le sens de solidarité, parce que peut-être que ça n'en sortira pas indemne. Donc il va falloir réinventer, retravailler, recommenter ces choses-là. Je ne vais pas plus loin, mais le coup de pied aux fesses, il est costaud, parce que travailler sur ces sujets-là, c'est quand même pas si facile. J'ai repris la formule « donner du souffle » parce qu'elle vient, je crois, de ce que Tanguy Châtel disait vendredi, en disant peut-être il est difficile aujourd'hui d'avoir autant de souffle ou autant d'inspiration ou autant d'animation sur le fond de nos engagements qu'au début. On s'est peut-être quelque part un petit peu normalisé, on s'est peut-être un petit peu bien réglé, on a peut-être développé les choses pour quelque part rassurer l'administration sur le sérieux des bénévoles d'accompagnement qu'on a osé inventer il y a 30 ans. Je ne vais pas refaire tout ce qu'il disait. Mais redonner du souffle dans un mouvement qui a 35 ans, 37 ans, 38 ans, peut-être que nous sommes à un moment donné où c'est de nouveau nécessaire de remettre du souffle. Et puis la dernière idée est beaucoup moins importante. J'ai été très long et donc j'arrête. C'est à peu près difficile de mémoriser tous ces sujets. Je vous propose que dans le petit temps d'une dizaine de minutes qu'on peut s'accorder pour parler ensemble, on reparte peut-être sur l'une des questions, c'est une seule seulement, c'était celle qui était sur la formation initiale que l'on pourrait peut-être régler. C'est un sujet parmi d'autres, mais pour peut-être le réapprofondir, redire des choses qui vous semblent importantes à propos de cette tension entre former plus vite pour pouvoir permettre aux gens d'aller plus vite, ou former toujours aussi sérieux pour ne pas déraper quelque part. Dans cette discussion, je vous propose qu'on la réouvre un instant. La parole peut passer à des membres de la tribune qui étaient là. Merci beaucoup, Brigitte, qui va nous lancer sur le sujet, et à vous qui, si vous voulez bien, vous branchez sur ce sujet de communication. Alors, je suis Brigitte Grossans, je suis donc à Jalmaf Strasbourg. Je m'occupe essentiellement de la coordination de bénévoles à domicile et de la formation. Alors pour moi, la formation initiale, c'est vraiment le socle de l'association. Et c'est la base pour que nos bénévoles puissent être vraiment à la page et être fonctionnels. Et c'est donc aussi c'est une manière d'apprendre ensemble, c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière de s'intégrer aussi au niveau de l'association avec d'anciens bénévoles. Et pour moi, ça, c'est vraiment le socle fondamental de l'association. Alors, je voudrais encore rajouter quelque chose d'autre parce que je fais partie de la commission bénévolat de la fédération. Et donc, Olivier, il a aussi abordé le rôle de la coordination. Et donc, je voudrais rappeler que nous avons une journée des coordinateurs de bénévoles le 7 octobre au niveau de la fédération. Et donc, je fais vraiment une annonce pour tous les coordinateurs de bénévoles. C'est une journée très importante et ça permet aussi de nous rassembler et de retravailler nos valeurs ensemble. Voilà.
Merci. Le bal est ouvert, on y va. Est-ce qu'il y a des personnes que ce sujet qui voudraient rajouter des éléments par rapport au sujet? Oui, là-bas tout au fond. Merci d'avoir levé haut la main et de vous lever, ce qui permettra à tout le monde de voir d'où vient la contribution. Et pour d'autres, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on profite des 10 minutes. Alors Nathalie Bogren, moi je suis à Jalmal-Mont-Blanc, mais je suis aussi superviseuse et je participais aux discussions hier. Je voulais rajouter un élément par rapport à la formation qui me semble important, c'est qu'il y a une histoire de temporalité et de transformation. Quand les gens font une formation, ils opèrent une transformation de leur vision des choses. Et donc, à la fois, il faut qu'il y ait une base forcément nécessaire pour commencer, mais la transformation qui se fait, elle se continue aussi dans les groupes de parole, etc. Et je pense qu'il faudrait sans doute avoir une sorte de souplesse en fonction des endroits, parce que c'est pas parce qu'on a fait un nombre d'heures que ça garantit forcément la transformation. Et puis être allé sur le terrain aussi, ça permet de mieux s'approprier des choses de la formation. Voilà, c'était juste un commentaire de formatrice. Merci, et qui parle bien de ce processus d'apprentissage de ce point de vue-là. Merci, et n'hésitez pas pour d'autres personnes. Oui, alors on vient au premier... Voilà, allez-y, je vous en prie, vous avez le micro, et ici, il y a quelqu'un. Allez, il y a concurrence. Merci de vous être assise, et merci d'être resté debout. À vous. Donc, je suis Monique Noël de Jalmal-Vancy. C'est évident pour moi que la formation initiale, c'est la première pierre angulaire de sa participation à Jalmal. Et je voudrais dire que j'ai été absolument percutée par ce que Madame Huguette Le Gall a dit hier, et que je trouve une idée extraordinaire, qui est de dire que quand quelqu'un vient toquer à la porte de Jalmalv, lui dire qu'on doit attendre une formation qui aura peut-être lieu dans un an, ça peut être décourageant. C'est une expérience que j'ai faite, et c'est parce que j'avais vraiment envie d'arriver à Jalmalv que j'ai patienté. Mais cette idée d'ouvrir un groupe de parole qui entraîne et qui permet à des bénévoles de commencer à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que leur motivation, et rejoint dans ce phrase qu'a dit Madame Patricia Follier hier sur quand on a démarré, on a commencé par s'interroger sur nous-mêmes. Qu'est-ce que c'était nos besoins, qu'est-ce que c'était nos valeurs, et puis ensuite on s'est dit comment fait-on pour aller vers les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment une idée magnifique. Et c'est quelque chose que je souhaite qu'on puisse intégrer. En tout cas, moi, je propose qu'à Annecy, on y réfléchisse fortement. Merci de rajouter ce point. À vous, merci. On va vite parce qu'on peut s'écouter bien. Annie Bruno Pinel, Jalmalv Annecy. Donc je prends le... Voilà. Ouais, c'est un petit peu... C'est pas tout à fait dans le contexte de l'instant, mais j'ai une question depuis... Je suis arrivée avec, je ne voudrais pas repartir avec. Je vais repartir avec une réponse, à savoir à domicile. L'utilisation du GoWish, que j'ai utilisé pour la première fois à domicile, après en avoir parlé avec une personne que nous connaissons bien, qu'on accompagne depuis presque un an. Et en fait, cette personne ne peut pas écrire. Donc, elle a trié les cartes, elle a fait tout ça, etc., etc. J'avais expliqué. Et moi, j'ai rédigé, j'ai écrit sous sa dictée et j'ai signé. Et en fait, je ne suis pas dans les clous, mais je l'ai fait. J'ai osé, parce que moi, j'ose, j'aime oser, mais j'en parle. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Je voudrais votre réponse sur le fait qu'un accompagnant Jalmal ne doit pas rédiger des directives anticipées pour quelqu'un. Merci. Merci. Le sujet est donc différent. On le met en stock, mais pas pour longtemps. Et votre souhait, si possible, d'avoir une réponse, je vous laisse quelques instants à la tribune ici, voir si on peut faire une autre réponse que celle qui vous aurait déjà été donnée. Il y a quelques instants pour réfléchir sur ce sujet. On va revenir pour la formation, mais je vous promets, on le reprend. Ah, s'il y a une réponse. Ah non, moi j'ai pas de réponse. Oui, c'était pas pour répondre à cette question. C'est juste pour lancer un petit truc là. Ça fait 2-3 fois que j'entends et si on pouvait aller plus vite, tandis que Châtel l'a dit, Olivier, tu le dis. Mais je pense qu'à Jalmal, c'est un espace de respiration où la vitesse, on a envie que ça se pose. On est justement dans une société qui va de plus en plus vite. Et je trouve que Jalmal, c'est vraiment un moyen excellent pour accueillir les gens à leur rythme. Et ce que j'ai dit au début, c'est que les nouveaux bénévoles, ils viennent de plus en plus, je trouve, avec une motivation de rechercher du sens. Et pourquoi ils recherchent du sens? Parce que ça va beaucoup trop vite dans la société et qu'ils recherchent des valeurs. Et donc, je pense que le vite, ce serait peut-être bien qu'on y réfléchisse quand même. Il me semble qu'il n'y a pas d'urgence, en fait.
Elle est où l'urgence? Merci, merci de vos réflexions et du courage de vos réflexions à voix haute. Les choses se heurtent un peu, mais c'est normal sur ce sujet. C'est pour ça que c'est bien d'être ensemble aussi. Est-ce qu'en restant toujours un peu sur ces questions de formation, de processus, d'esprit de la formation, voilà, s'il y a... Ah oui, là, il y a une main. Merci beaucoup de la lever bien haut. Et après, on reprendra, parce que le temps avance, la question de la dame. Oui. Donc, encore Dominique, pour la formation, 2 réflexions. Oui, c'est vrai, je rejoins ce que disait tout à l'heure notre ami. Il n'y a pas le feu au lac, même si on est à côté d'Évian. Il n'y a pas le feu au lac. Et j'en veux pour preuve la formation qu'on vient de conclure il y a quelques mois à Embrun, enfin dans les Hautes-Alpes. C'est une formation qui a duré le temps du Covid. Eh bien, c'est la première promotion avec laquelle on a autant d'engagement suite à la formation. C'est une des seules formations où on a pu approfondir les choses de manière plus complète. On a une respiration qui s'est donnée. Donc, oui, il est urgent de se calmer parce que le temps presse. Hein ? Voilà. Et puis, dire que, effectivement, la formation initiale, là je suis d'accord avec tous ceux qui en ont parlé, ça reste quand même la pierre fondatrice de nos associations. Et là, c'est vraiment là que les choses se nouent, se lient. Le lien se fait entre les différents futurs bénévoles. Et ça a besoin de temps. Et il faut inclure dans la formation initiale tout ce qu'on a dit, à savoir les rencontres festives, les repas canadiens ou partagés, ou tout ce qu'on veut dire. Tout ça, c'est dans la formation initiale. Et ça, il ne faut pas rater ce moment. C'est le moment le plus fondamental. Donc, oulala, doucement les basses. Et après, on est d'accord aussi pour revisiter les programmes, les adapter aux décennies qui s'ouvrent devant nous, qui risquent d'être un peu chaudes. Voilà. Merci. Rebondis une fois. Je rebondis une fois. Je crois qu'il n'y a pas d'urgence, mais le mot qu'on n'a pas arrêté de dire, c'était celui de cheminement. Donc en fait, la question, c'est comment, quand quelqu'un a envie d'être bénévole, on commence ce cheminement, comment on accompagne ce cheminement. Donc bien avant peut-être de démarrer la formation, avec l'exemple de ce qu'a dit Huguette, mais peut-être chacun, on peut inventer des moyens d'aider la personne qui vient à commencer ce cheminement. Et ensuite, si j'ai bien compris tout notre échange, le cheminement, c'est l'élément le plus important dans la formation. On a parlé de transformation, de cheminement, plus que de volume. Donc peut-être la question à chacun, c'est comment on fait débuter ce cheminement dès l'accueil d'un nouveau qui veut rejoindre l'association. Voilà, comme quoi, il ne faudrait pas que trop de modules de formation soient des pierres sur le chemin que l'on voudrait que les gens puissent parcourir. C'est un mauvais jeu de mots. Enfin, ce n'est qu'un jeu de mots. Je voudrais peut-être d'une phrase tenter une réponse à vous, madame, et puis après insérer le petit imprévu qui va venir et qui ne sera pas très long. On l'a fait peut-être à, je sais pas, cette réponse à 2 voix ou... Oui. Oui. Je dirais que, bon, pour la question que vous posez par rapport au jeu Go Wish, qui est en fait le jeu à vos souhaits, je crois qu'il y a toujours des situations un peu exceptionnelles. Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'exception, ça devienne la règle. Et je crois qu'effectivement, ce n'est pas le rôle du bénévole de remplir les directives anticipées. Là-dessus, on est complètement d'accord. Après, par rapport à une exception, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas le faire, ce serait peut-être plutôt à la personne de confiance de pouvoir signer ce qu'elle souhaite. Voilà, mais il faut vraiment que ça reste de l'exception. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, il faut quelquefois un peu transgresser, oser, voilà, et en parler. C'est la part Parler de ces moments d'exception à domicile, on est souvent confronté à ça, et ça en parler avec la coordinatrice, et puis de voir pourquoi on en est arrivé là, et de faire le point.
Voilà, alors le seul danger de ce que nous venons de faire ça, c'est que nous risquons de lancer un nouveau débat et une nouvelle discussion, et ce n'est pas au programme. Alors on s'en tiendra là. C'est forcément frustrant parce que ça fait beaucoup réfléchir, votre question. Et merci de l'avoir posée. Vous ne partirez pas du congrès avec une réponse béton totalement différente, mais bon, voilà. Je vous propose d'introduire, par respect de l'horaire et respect de ce que nous avons encore à vivre, ce qui était une proposition d'intervention à travers la lecture ou l'écoute pour nous d'un texte de l'un d'entre nous qui est là dans la salle et qui a sollicité cela. Elisabeth Delacio, c'est ton tour. Merci beaucoup et mes excuses d'avoir brimé le début de débat qui s'ouvrait sur cet autre sujet. Oui, merci. Là, je m'exprime, puisqu'il est question du Covid, de la Covid, je m'exprime en tant que famille de filles ayant sa mère en EHPAD depuis bientôt 3 ans. Et j'avais eu besoin, parce que vous l'imaginez, et vraisemblablement je n'ai pas été la seule concernée par cette circonstance, de réfléchir avec d'autres familles de l'EHPAD en question sur les familles interdites de visite en EHPAD. Donc ça se situe lors de la 2e vague, c'était en 2020. Et voilà ce que j'avais écrit. En ce début d'année, on entendait parler d'un virus, mais loin de chez nous, donc pas d'inquiétude. Toute cette histoire de virus ne nous concernait pas. Puis, le 10 mars, annonce brutale, en fonction des recommandations des autorités sanitaires. L'annonce était la suivante: confinement sur tout le territoire et interdiction de visite dans les EHPAD. Principe de précaution maximum, car on constate que les EHPAD sont la principale cible du Covid-19. Événement annoncé, rappelez-vous, tous les soirs, annoncé comme provisoire mais de durée incertaine. La peur ambiante s'installe, l'épidémie progresse et tous les soirs, ces établissements font l'objet d'une macabre comptabilité. Je suis concernée donc par cette mesure, puisque ma mère, très âgée, est résidente, et ma mère est toujours vivante, est résidente dans un de ces EHPAD, et que jusqu'à présent, je lui rendais visite quotidiennement. Avec les autres familles, nous voilà interdits de visite, et nos parents âgés assignés à résidence. Pour nous, c'est la stupéfaction, sans qu'on ait eu le temps de s'organiser, d'expliquer à notre parent qui est désormais confiné en chambre, mais que lui a-t-on dit? Qu'a-t-il compris? Cette séparation brutale nous laisse décontenancés. Ce qui se joue est un sentiment de dépossession, de rapt. Ainsi, nous devons obéir à une injonction d'abandon pour la bonne cause. Dépourvus, nous éprouvons un sentiment de captivité, d'empêchement, de soumission, avec cette préoccupation obsédante, puisqu'on a parlé beaucoup de liens, comment maintenir le lien alors qu'il déjà s'érodait? Bien sûr, des alternatives sont proposées, WhatsApp, etc., avec lesquelles il faut se familiariser. On pratique dès lors la télévisite à l'EHPAD. À ce rendez-vous, l'image apparaît, celle qu'on attendait, et on découvre subitement l'image de son parent. On scrute. Comment est-il habillé? Coiffé? Est-il bien soigné? Est-il bien lavé? Oui, mais il a changé. Mais ce rendez-vous virtuel, qui est de durée limitée parce que les autres familles attendent leur tour, se révèle traumatisant pour ces résidents et encore plus pour ceux qui sont loin de pouvoir en apprécier les raisons par rapport à leur altération cognitive. Donc cette mesure d'interdiction, et je vais terminer, cette mesure d'interdiction de visite a duré 2 mois et demi, en tout cas dans l'EHPAD où est ma mère, avec une reprise très progressive. Elles ont été éprouvantes, ces télévisites. Mais en même temps, elles ont été, un peu paradoxalement, sinon un moment de convivialité, du moins un moment de tendresse profonde. J'ai été finalement soulagée par cette fenêtre virtuelle qui s'ouvrait, qui me laissait découvrir le visage aimé. Pour moi, pendant toute cette période, c'est le mot « suspens » qui s'est imposé, une suspension forcée pour nous les familles, et nous redoutons, encore une fois c'était en 2020, ça s'est vérifié après, nous redoutons aujourd'hui de revivre du fait de la reprise de l'épidémie. Toutefois, et c'est ma conclusion,
Pendant cette période, je dis je, mais les autres familles exprimaient la même chose parce qu'on se retrouvait à la porte de l'établissement dans lesquels il était interdit d'entrer. Pendant cette période, j'ai été à la fois révoltée et résignée, en colère et reconnaissante. Reconnaissante à cette équipe d'EHPAD qui s'occupait désormais de notre parent. Et ce fut pour moi l'apprentissage de la confiance et de s'en remettre complètement à elle. Et je termine par cette phrase de Camus dans La Peste que, à cette occasion, beaucoup ont lu ou relu. Il savait maintenant que s'il est une chose qu'on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c'est la tendresse humaine. Merci de ce présent. Un petit moment de silence parce que je n'ai pas envie d'enchaîner tout de suite. Après ces derniers mots et les derniers mots de ceux qui ont été dits. Alors, il faut quand même une transition. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça va quelque part mettre fin ou un temps d'arrêt à nos réflexions collectives. Une conclusion, ce n'est pas une conclusion, c'est juste une suspension de ce que nous avons réussi déjà à faire en 1 jour et demi. Nous n'allons pas aller plus loin en termes de nouveaux apports, de nouvelles réflexions partagées. On va au contraire tourner une page qui nous emmène dans une autre chose, qui est une autre promesse bien intéressante. Nous allons aborder, si vous le voulez bien, le fait qu'il se pourrait que l'année prochaine, nous soyons à nouveau réunis en congrès. Alors, on va en dire 2 mots avec, si c'est possible, très évidemment, Huguette Le Gall qui est là, mais peut-être d'autres personnes qui sont du même endroit. Merci de venir, il y a de la place sur la tribune, largement. Et si vous voulez bien, voilà. On aborde la question du prochain congrès. Le prochain congrès est à Rennes. C'était écrit dans nos programmes, mais merci Huguette et... Voilà. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, non? Il fonctionne le micro? Ah, j'entends moins que d'habitude. Voilà, donc avec moi l'équipe, alors les représentants, parce qu'on sera bien plus, hein, Jeanne-Yvonne, Daniel et Pierre. Alors, notre idée, c'est effectivement, et ça fait du lien avec ce que vient de dire Elisabeth quand même aussi, l'idée c'est l'accompagnement des personnes en deuil, tous concernés. Et c'est très important parce que peut-être qu'à partir du moment où on dit le mot deuil, les uns et les autres pourraient penser, nous dans l'assaut, on ne fait pas ça. Alors qu'en réalité, quand nous accompagnons des personnes en fin de vie, des personnes très âgées, en fin de leur parcours, en tout cas de vie, nous devenons souvent, et vous le savez, réceptacles de leur histoire, de leur bonheur et aussi de leur joie, mais aussi de leur deuil vécu, parler, peu parler, voire pas du tout parler. Et puis, vous avez certainement entendu parler déjà de ces expressions autour du deuil, à savoir les proches, les équipes, les personnes elles-mêmes, parce que c'est pas évident peut-être de quitter ce monde. On parle de deuil anticipé, on parle de pré-deuil, on parle pour les personnes atteintes de maladies cognitives, enfin dégénératives, de trauma crânien sévère, on parle aussi de deuil blanc, tous ces vocabulaires-là. Et puis, nous accompagnons aussi donc des personnes après le décès, effectivement, surtout, pas mal, nous sur Rennes en tout cas, soit des morts annoncées, des morts qu'on appelle attendues, même si c'est pas pour ça que c'est plus facile, c'est différent. Des morts imprévisibles avec l'arrêt cardiaque, le suicide, l'accident, enfin tout ce que... Et là, on entend beaucoup, et nous formons, nous, les élus, notamment sur l'île-et-Vilaine, un peu pour ça aussi, les pompiers, à la post-vention pour accompagner les personnes en deuil après suicide. Accompagnement aussi, et c'est là où ça fait du lien avec ce que disait Elisabeth, eh bien, pour les personnes qui, pendant cette période, n'ont pas pu accompagner, donc ce sont des deuils pas exprimés, et qui ont aussi manqué de rituels pendant cette pandémie, et qui nous invitent, enfin je ne sais pas vous, mais en tout cas il faut y penser, à réinventer quelque chose,
parce qu'ils ont besoin de rituels, même 1 an après, 2 ans après, et ça paraît aussi essentiel. Et puis, il y a aussi la notion du deuil à l'ère du numérique. Parce que par rapport à la jeunesse, ça change énormément de choses. Ces lieux, ces tombes virtuelles, ces réseaux-là. Donc, c'est pour ça, sauf si quelqu'un avait juste quelque chose à rajouter avant, les unes ou les autres, ou les uns, là. Non ? Que nous vous invitons, et alors ensuite nous allons vous montrer le lieu où nous serons, les 5, 6 et 7 mai à Rennes, donc pour échanger justement ensemble. Et moi je voulais dire que je quitte ce congrès-là conforté et avec des apports, avec des questions. Et je pense que le titre est gagné, bravo Elisabeth et les autres, sur la notion de créativité, il reste des choses à faire. Alors peut-être juste, pour ceux qui aiment l'histoire, Daniel, juste quelques dates par rapport au lieu où nous serons. Alors, nous vous accueillerons... En mettant le micro bien devant votre bouche. Oui, pardon. Où est-ce que c'est ? Ah voilà. Nous vous accueillerons au couvent des Jacobins. Nous vous accueillerons, c'est bon ? Au couvent des Jacobins à Rennes, c'est le centre-ville de Rennes. Couvent qui est créé en 1369, pose de la première pierre du couvent, après la création de l'ordre des Jacobins en 1215. En 1491, il y a les fiançailles de Anne de Bretagne et du roi Charles VIII dans l'église du couvent. Du XVIe siècle aux Lumières, le couvent des Jacobins est un centre intellectuel majeur de Bretagne qui jouit d'un véritable rayonnement scientifique, un haut lieu d'enseignement de la théologie, de la philosophie, du droit canon. 1793, à l'issue de la Révolution, le couvent est affecté à l'armée. Du XVIe siècle à nos jours, le couvent est classé monument historique en mai 91 et maintenant il est devenu centre des congrès de Rennes en janvier 2018, l'inauguration de ce centre. Donc il est bien évident que nous vous attendons tous, vous et les autres. Hein. Et là on va pouvoir lancer juste le visuel du lieu où nous serons. Et je me permets de dire que nous serons en très bonne compagnie historique. Hein. Il va falloir être bon parce que vraiment, on aura été précédé par des gens bien intéressants, de tout genre et de toute orientation. Mais surtout un lieu d'où surgit beaucoup de réflexion. Et c'est bien et de partage. Et c'est bien ce qu'on aura à faire ensemble. Alors en plus, étant donné que c'est le 5, 6 et 7 mai, il vous restera le lendemain, le 8 mai férié, pour ceux qui auraient envie de rester dans dans notre belle, pour visiter, pour regarder. On peut lancer Adam, je crois, je ne sais pas où, Jean-François, qui lance... Ah, il est là, Jean-François, pardon. Alors, je voudrais dire merci aussi encore à ces techniciens-là, parce que chapeau. On lance.
c'est pas forcément nous. Hein. Vous pouvez tous venir. Alors, un petit mot pour compléter ceci. Le sujet, il a été indiqué. Nous allons évidemment y travailler et on va dire l'affinage du sujet sera proposé pour l'Assemblée générale que nous avons dans 4-5 semaines. C'est un usage que nous avons et qui est quelque part que le sujet d'un congrès à venir soit en fait l'objet d'une réflexion qui est partagée au niveau d'une Assemblée générale. Voilà, donc ça sera un pas de plus sur ceci. Et rassurez-vous, de toutes les façons, une fois qu'il est défini comme ça, il se transforme pendant l'année qu'il faut pour préparer le congrès, comme tous les projets. La commission Deuil, qui était déjà sur ce type de préoccupation, en pensant peut-être à ce sujet, a un petit outil à proposer à toutes les associations, qui est un outil que vous pourrez prendre en sortant tout à l'heure, quand vous sortirez pour de bon de cet excellent congrès. C'est un marque-page très simple qui dit en quelques mots le fait que les associations Jalmal apportent sur le champ du deuil quelques propositions aux gens qui en auraient besoin. L'avantage d'un marque-page, c'est que ça peut se laisser innocemment quelque part, chez le coiffeur, là où vous voulez. Enfin, c'est une façon de faire passer des choses. Il y en a à votre disposition. C'est pour vous qu'ils ont été faits par la commission Deuil. N'oubliez pas d'en prendre en partant. Et s'il n'en reste plus un seul sur la table, on aura été enchantés. Voilà, pour la commission Deuil, je la remercie. Elle a lancé ça à la suite d'un carrefour l'année dernière. Et voilà cette modeste, mais peut-être utile façon de communiquer. Olivier, on va transmettre le trophée. Oui. Alors, Huguette, j'ai le plaisir de te transmettre le trophée. Que Véronique a récupéré à Lorient en 2019. Je n'ose pas le prendre dans mes mains parce que j'aurais peur de le casser. Je ne suis pas très douée, on va dire, physiquement parlant. Mais je crois qu'il y a une jolie boîte, il y a tout ce qu'il faut, c'est un peu rembourré. Et comme nous avons quelqu'un du groupe qui part en avion, l'autre qui part en train, je pense que c'est dans la voiture qu'elle va venir, donc elle va faire le chemin sur la route de là-bas. Et puis surtout, en 2023, nous espérons bien le refiler à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci Huguette pour cette suggestion. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes parfaitement à l'écoute d'une proposition d'une association Jalmal qui dit peut-être que pour 2024, au fond, c'est une aventure dans laquelle on voudrait bien se lancer dans notre association. C'est vraiment le moment de venir le dire à la fédération, peu importe à qui le message arrivera. Ce n'est jamais mal d'avoir 2 ans d'avance par rapport à ça. Donc en fait, c'est vers les uns et les autres que je lance ça. Pour 2024, nous n'avons pas aujourd'hui une association qui a déjà dit, ou en tout cas qui l'a dit ouvertement, on se met très volontiers sur les rangs. L'appel est ouvert, les réponses viendront de vous. Merci beaucoup. Et puisque nous sommes là, peut-être que nous pouvons être sur le dernier temps, qui est finalement le temps dans lequel on voudrait être tous ensemble autour de Jalmal, Léman, Mont-Blanc, de tout un chacun. Alors,
La seule personne qui n'a pas une étiquette là-dedans, dans toutes celles-là, c'est Elisabeth. Et c'est pour ça que je vais lui passer le micro directement. Merci. Merci Olivier. J'invite tous les bénévoles Jalmal Léman Mont-Blanc à venir sur la scène. Allez. Venez vite. Alors vous savez que notre petit symbole de reconnaissance avec le petit foulard rouge, ça fait référence au petit ramoneur savoyard qui était tout en noir et qui avait un petit foulard rouge. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir ce petit foulard rouge. Et puis, moi, je peux vous dire que c'est un travail d'équipe. Et c'est vrai que c'est une expérience qui fut exceptionnelle pour nous, ça c'est sûr. Mais c'est une expérience riche qui soude une équipe. Et on a un lien très étroit avec un comité congrès, donc avec la fédération, qui soutient vraiment totalement. C'est pour ça ça a été vraiment superbe. Et puis au niveau local, on a donc monté, comme il se doit, un comité local d'organisation. Et donc c'est pour ça que tout a... Et ce congrès, je ne l'ai pas vu passer. On a, dans le fond, c'est l'attente. Et puis après, quand ça arrive, voilà, on était fin prêt pour vous recevoir. Merci beaucoup à tous pour être venus à la fédération. C'est vrai que ça renforce des liens. Et vraiment, il y a un bénévole qui veut parler là. Voilà, il y avait et en plus l'avantage, c'est que 30 bénévoles de l'association ont pu participer au congrès, même si, ma foi, ils avaient un travail à effectuer. Voilà, ils ont quand même participé au congrès. Ce fut vraiment très chouette. Et te cache pas. Qui c'est qui veut parler ? Merci à vous. Merci à eux. Merci bien, merci. Ça va être un vide extraordinaire, hein. Voilà, en tout cas, on vous dit bonne route, rentrez bien. Vous allez pouvoir récupérer votre panier repas à l'espace Brunarius. Il y a déjà des bénévoles qui y sont. N'oubliez pas le questionnaire. Et comme a dit Olivier, vous l'envoyez si vous ne l'avez pas avec vous. Parce que maintenant, il va falloir s'atteler au bilan. Et après, la fédération vous donnera ce bilan, je pense. Et puis vive pour le congrès à Rennes.